Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo que je vais consacrer à l'hypnothérapie, c'est-à-dire l'hypnose thérapeutique. Je m'appelle Alban Lefebvre, j'ai la grande chance d'être hypnothérapeute. C'est une profession passionnante qui cependant réveille encore chez certaines personnes des peurs ou une certaine méfiance. Donc l'objectif de cette vidéo va être un petit peu de démystifier la chose et de vous expliquer en quoi consiste l'hypnothérapie. Alors il faut savoir qu'il existe trois types d'hypnose. Il y a tout d'abord l'hypnose de spectacle, comme par exemple Mesmer, qui est peut-être le plus connu. Donc ça consiste, l'hypnose de spectacle consiste à mettre des gens, des personnes devant un public dans un état hypnotique. Je ne sais pas trop pour faire quoi. Dans tous les cas, une fois qu'elles sont dans un état hypnotique, on leur fait imiter une poule, une autruche, ou on leur fait vivre une sensation de froid, comme s'ils étaient sur un glacier, ou encore la sensation et les peurs qu'on peut ressentir quand on va dans un manège sur les montagnes russes. Donc voilà, je trouve ça assez humiliant. Je trouve que ça ridiculise un petit peu les personnes, mais bon, ça c'est mon avis personnel, rien d'autre. Donc ça c'est l'hypnose de spectacle. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler l'hypnose clinique, c'est-à-dire l'utilisation de l'hypnose par les professionnels de la santé, que ce soit les médecins par exemple, ou encore dans les hôpitaux. Quelque chose qui est de plus en plus fréquent en France et dans d'autres pays du nord de l'Europe. Donc là, l'intérêt pour ces professionnels, ça va être d'utiliser l'hypnose, par exemple, pour réduire l'intensité de la douleur. Donc il y a pas mal d'anesthésistes en France qui se forment à l'hypnose pour pouvoir utiliser l'hypnose comme technique d'anesthésie des patients. Donc ça leur permet, par exemple, au lieu d'appliquer une anesthésie générale sur la personne, eh bien, d'utiliser une anesthésie locale, et l'hypnose. Car il faut savoir que l'hypnose permet de réduire l'intensité de la douleur. Donc là, c'est super. Ça permet aux patients d'éviter tout le processus d'anesthésie générale, de réanimation, etc., etc. Donc en termes de santé, au niveau, on n'utilise pas moins de produits chimiques. Et puis aussi en termes de logistique, un service de réanimation, c'est du personnel, c'est des machines, etc. Et comme ça, la personne, après l'opération locale, peut rentrer chez elle et dormir chez elle le soir même, en fin de compte. Donc ça, c'est assez intéressant ce que font ces anesthésistes. L'hypnose est aussi utilisée par certains dentistes qui se forment à l'hypnothérapie pour pouvoir calmer l'anxiété de leurs clients. J'ai vu un documentaire où je crois que c'était l'hôpital de Liège en Belgique où ils sont formés à l'hypnose pour par exemple tout le processus avant l'accouchement. Donc par exemple la péridurale et de cette manière ils ont utilisé l'hypnose avec plus de 3000 femmes. Donc c'est quelque chose d'assez formidable, non, de pouvoir utiliser l'hypnose pour calmer l'anxiété et aussi la douleur d'une femme qui est sur le point d'accoucher. Il y a aussi un médecin, j'ai vu, qui collabore avec les hypnothérapeutes pour soigner l'irritation du côlon. Donc c'est ça l'hypnose clinique. C'est cette technique, l'hypnose, qui est utilisée dans les hôpitaux par les médecins, que ce soit, et principalement pour réduire la sensation de douleur, qui n'est en fin de compte qu'un signal de notre corps pour nous prévenir que nous sommes dans une situation de danger, et en même temps pour atténuer l'angoisse de certaines personnes, ce qui est fondamental dans le traitement d'une maladie même physique. Et enfin, l'hypnothérapie, où là, on va traiter des pathologies d'ordre émotionnel chez une personne. Alors pour comprendre l'hypnothérapie, il faut avant tout se rappeler la différence entre notre état conscient et notre état inconscient. Notre état conscient, c'est basiquement
notre logique, c'est le raisonnement, c'est notre capacité à prendre des décisions, à planifier, c'est notre volonté. Et enfin, notre partie consciente est en charge de la communication. Lorsque je parle à une personne ou lorsque je suis en train de faire cette vidéo, je suis principalement dans un mode conscient. Et notre partie inconsciente, quant à elle, notre partie subconsciente, est en charge, par exemple, de nos émotions, mais également de notre mémoire, disons, notre mémoire émotionnelle. C'est-à-dire ces émotions que je ressens aujourd'hui par rapport à un événement qui s'est produit 10 ans, 20 ans plus tôt. Notre partie inconsciente est aussi en charge de nos habitudes, de notre routine, quelque chose de très ancré chez une personne, par exemple, qui a des addictions. Et enfin, elle est également en charge de nos croyances qui sont basées sur nos principes, sur nos valeurs, sur la recherche d'une identité, etc., etc. Donc, ce qui caractérise l'hypnose, l'hypnothérapie, c'est son approche du patient et de sa pathologie. L'hypnothérapeute va se centrer sur les émotions que ressent son patient et pas sur son interprétation ou son opinion, disons. Et c'est là où il y a une différence fondamentale par rapport à d'autres thérapies où on peut se lancer dans une thérapie de 6 mois, 1 an, 2 ans, comme je l'ai vu chez pas mal de personnes. Ce qui nous intéresse à nous hypnothérapeutes, ce n'est pas ce que pense la personne, c'est ce qu'elle ressent. Parce que c'est vraiment ce que nous ressentons qui fait que nous sommes heureux à ce niveau-là et pas à ce niveau-là et pas non plus à ce niveau-là. Ce sont nos émotions qui définissent notre degré de bonheur. Donc c'est sur nos émotions que nous devons travailler, c'est-à-dire sur notre partie inconsciente. Donc l'hypnose consiste basiquement à aider une personne à entrer dans un état inconscient, un état subconscient, qu'on appelle aussi état hypnotique, pour pouvoir réparer des blessures du passé, c'est-à-dire remplacer des émotions limitantes par des émotions qui vont lui permettre d'être plus heureuse. Et il faut savoir que nous vivons ces deux états, conscient-inconscient, de manière très naturelle dans notre journée quotidienne. Certains avancent le chiffre de 30% conscient, 70% inconscient. Pourquoi pas? Dans notre journée quotidienne, nous ne devons pas prendre tellement de décisions que ça. Nous n'avons pas constamment besoin du directeur logistique. Par contre, nous vivons dans une journée des milliers d'émotions. Et à chaque fois que nous utilisons un sens, par exemple toucher, nous ressentons quelque chose. Donc, l'inconscient, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que si effectivement il peut comporter nos blocages, comprendre nos souffrances, etc., il y a aussi un champ illimité de possibilités. Et pourquoi est-ce qu'on met une personne dans un état inconscient? Parce que sa conscience, c'est-à-dire sa définition d'elle-même, lui empêche à cette personne de vivre des émotions nouvelles. Par exemple, une personne qui a une addiction se réveille le matin, elle réactive son identité du passé, pas du présent, parce qu'aujourd'hui le présent c'est une page nouvelle, c'est une nouvelle opportunité, mais non, on est dans notre passé. Donc quand je me réveille le matin, je réactive mon identité, je suis addict à telle chose, donc je ne m'autorise pas à sentir certaines émotions, comme par exemple le respect de mon corps, l'amour-propre, la force de volonté, qui est quelque chose d'émotionnel, quelque chose de, je dirais même physique, mais jamais mental. La force de volonté, elle vient du cœur, elle vient des tripes. Donc dans ce cas précis, cette personne, dans son état inconscient, conscient ne lui permet pas d'accéder à certaines émotions qui lui permettraient de se débarrasser de ses addictions.
Et comme l'hypnose travaille sur l'inconscient avec l'inconscient, c'est ce qu'on appelle une thérapie brève. Brève parce qu'efficace. C'est-à-dire qu'avec l'hypnose, on parvient en quelques séances à vraiment pouvoir traiter une douleur chez une personne, une certaine pathologie. Alors, il faut savoir aussi que l'hypnose ne permet pas de traiter toutes les pathologies du monde. Notre profession a également ses propres limites, et tant mieux. Et je vais à présent vous expliquer les pathologies que nous pouvons traiter avec l'hypnothérapie. Et quand je dis traiter, je ne dis pas soigner, parce qu'aucun médecin, aucun chirurgien, psychiatre, hypnothérapeute ne peut vous promettre de vous guérir. L'être humain est quand même un peu plus compliqué qu'un objet ou qu'une machine. Alors, l'hypnothérapie est par exemple très efficace, comme je vous l'ai dit auparavant, en termes d'addiction. Elle est également efficace en ce qui concerne le stress, l'angoisse, le burn-out, les peurs, les phobies, comme la dépression, comme par exemple le stress post-traumatique, les troubles du comportement alimentaire. L'hypnose est également très efficace dans des troubles d'ordre sexuel, comme par exemple un manque de libido, l'éjaculation précoce. Et puis en général, l'hypnose sert également à accompagner une personne lorsqu'elle se sent bloquée, lorsqu'elle se sent limitée. Et s'il y a bien quelque chose qui caractérise notre époque, c'est le manque que l'on a, le manque d'estime envers nous-mêmes que l'on a. Donc c'est vraiment dans ces pathologies que l'hypnose a prouvé son efficacité. Et en dehors de ces pathologies, l'hypnothérapeute n'est pas du tout qualifié. Donc je ne pourrais pas, par exemple, traiter une pathologie forte comme la schizophrénie, les personnalités multiples, etc. Ça, c'est vraiment le rôle du psychologue et du psychiatre. De même que, comme je vous l'ai dit auparavant, si l'hypnose peut aider dans la prise en charge de la douleur, l'hypnose ne peut pas soigner un trouble physique, une maladie. Là, ce serait vraiment mentir. On peut accompagner la personne dans son processus, et là, ce serait vraiment génial de pouvoir, par exemple, accompagner une personne qui souffre d'un cancer, qui va suivre de la chimiothérapie, etc. Là, c'est bien d'avoir un support psychologique, disons émotionnel, mais nous ne soignons pas de maladies physiques avec l'hypnothérapie. Nous pouvons traiter des enfants, des adolescents, à la condition qu'un des parents soit présent durant la session. Et une des seules limites, je dirais, c'est que nous ne pouvons pas travailler avec des personnes qui font des crises d'épilepsie. Tout simplement parce que l'hypnothérapie, la session d'hypnose est une expérience émotionnelle, sensorielle. C'est-à-dire une expérience qui va activer plein de parties de notre cerveau. Et il y a des personnes chez qui, comme par exemple les épileptiques, mais également les personnes atteintes de trisomie 21, en activant des parties de leur cerveau, elles font une crise. Donc l'hypnothérapie n'est pas conseillée pour les personnes qui font des crises d'épilepsie. Donc maintenant que je viens de vous expliquer les pathologies que l'on peut aborder, que l'on peut traiter avec l'hypnothérapie, je vais vous expliquer le déroulement normal d'une session d'hypnose. Alors il faut savoir que, en général, pour la première session, qui dure en général 2 heures, elle comporte 2 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, c'est un peu la recherche d'informations. Donc c'est vraiment cette heure que nous allons passer avec notre patient, durant laquelle nous allons lui poser des questions et des questions et des questions pour comprendre cette personne, comprendre sa douleur, sa souffrance, ses limites, ses aspirations, ses rêves, etc., etc. Et notre approche est assez différente d'autres thérapies, parce qu'en hypnothérapie, ce qui nous intéresse, ce sont les émotions de la personne. Donc là, nous allons travailler à un niveau qui relève plus de la programmation neurolinguistique, comme on appelle la PNL, c'est-à-dire comprendre la souffrance et les émotions qu'il y a derrière les mots de la personne.
les mots d'une personne, sont simplement son interprétation, son opinion, un souvenir pas totalement objectif, parce qu'il faut savoir que notre mémoire parfois se désactive pour pouvoir nous protéger. Donc, on ne peut pas vraiment baser une interprétation du passé sur une mémoire qui s'est désactivée. Donc, notre rôle, ça va être plutôt de comprendre, de sentir les émotions de l'autre personne. Parce que ce sont ces émotions qui la rendent heureuse à ce niveau-là et pas à ce niveau-là. Donc, notre approche est bien différente d'autres thérapies où on parle pendant des mois et même des années en remuant le passé, etc. Non. L'hypnothérapie est une technique brève et résolutive. Donc, on va directement là où ça fait mal. Et c'est l'inconscient de la personne, ses émotions. Donc, vous vous rendez compte que l'anamnèse est une partie très importante de notre travail. C'est elle qui va définir notre plan d'action, notre intervention. C'est elle qui va nous permettre de déterminer, de fixer une stratégie thérapeutique. Et ensuite, nous passons à la seconde phase, qui peut durer à peu près 45 minutes, 1 heure maximum, où là, c'est vraiment l'hypnose. Et là, également dans cette phase, il y a 2 parties. La première partie va consister à mettre cette personne, à la conduire pour qu'elle puisse entrer dans un état hypnotique, c'est-à-dire à être dans un état totalement inconscient, subconscient. La deuxième partie, une fois que la personne est dans cet état, ça va être d'appliquer ce qu'on appelle des protocoles. Et ces protocoles sont fonction de la pathologie à traiter. Et là, c'est la question du siècle que tout le monde se pose et qui réveille en même temps énormément de peur. Comment entrer dans un état hypnotique? Ou comment guider une personne pour qu'elle puisse entrer dans un état hypnotique? C'est très simple et très naturel. C'est en utilisant l'essence de notre corps. Donc c'est comme un petit peu une sorte de méditation guidée, une méditation profonde, mais une méditation guidée, où nous invitons au départ la personne à sentir son corps, sentir sa respiration, le contact de ses vêtements, les bruits, sa position, etc. Tout en approfondissant dans la perception de ses sens. C'est pour ça que c'est quelque chose de très agréable d'hypnose et que personne ne veut en sortir. Donc en utilisant l'essence de la personne, on lui permet d'entrer en contact avec ce qu'elle ressent, c'est-à-dire de commencer à rentrer dans son inconscient. Et de même que nous utilisons certaines techniques pour créer une certaine confusion mentale chez la personne. Pourquoi? Pour quelque part, entre guillemets, désactiver temporairement, mettre en suspens, je dirais, son conscient. Car c'est justement son conscient qui lui empêche d'accéder à des émotions qui sont en dehors de sa définition d'elle-même. Vous comprenez? Donc, en créant une certaine confusion mentale, son conscient lâche prise. Il se dit, je n'ai pas besoin de réfléchir durant cette session. Réfléchir va me faire mal à la tête, va m'empêcher de vivre cette expérience agréable, donc je me désactive temporairement. Et enfin, une fois que la personne est dans un état hypnotique, c'est-à-dire qu'elle se vit elle-même depuis son inconscient, nous allons appliquer des protocoles. Et les protocoles sont définis en fonction de notre mission comme thérapeute, notre mission pour cette session. Car on peut avoir besoin de faire plusieurs sessions. Et nous ne pouvons pas tout cumuler en une session. Donc c'est vraiment une fois que la personne est dans un état profond d'hypnose, dans un état subconscient, inconscient, c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir commencer à faire vraiment notre travail
de thérapeute, c'est-à-dire à appliquer des protocoles. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner le cas d'une personne qui veut arrêter de fumer. Donc là, je vais utiliser un protocole, par exemple, une fois qu'elle est dans un état d'hypnose, un protocole où je vais l'inviter à observer sur un écran de cinéma l'état de ses poumons, ou en général l'intérieur de son corps. Et ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue émotionnel, est très fort. C'est une expérience forte d'être dans un état très sensible et de voir sa gorge complètement rouge, ses poumons complètement brûlés. Il se crée un impact émotionnel, et c'est l'objectif. Mais en fin de compte, cette émotion de rejet, son inconscient l'avait déjà quand cette personne a commencé à fumer pour la première fois. Son inconscient, au début de ses premières cigarettes, lui a dit non. La personne a commencé à avoir des tremblements, peut-être des vertiges, une envie de vomir, une tachycardie, etc., etc. Donc son corps était là, en train de dire à cette personne que c'était du venin, qu'elle allait s'intoxiquer. Mais à force de fumer et de fumer et de fumer, cette réaction, s'est désactivée. Donc il est très intéressant, en traitant l'addiction au tabac, de pouvoir permettre à cette personne de revivre émotionnellement les conséquences de ses actes. C'est-à-dire, elle est en train de détruire son corps. Pour ce fumeur, je vais par exemple appliquer ce protocole où je vais inviter son inconscient à avoir une réaction de rejet par rapport au tabac. Mais je vais également utiliser un autre protocole, par exemple, où ce que je vais réveiller, c'est l'amour-propre de la personne, du fumeur. C'est-à-dire son envie de vivre, sa joie. Donc, on va également utiliser des techniques pour que la personne puisse ressentir physiquement sa force de volonté. Car la force de volonté est quelque chose d'assez émotionnel, ce n'est pas quelque chose de mental. Vous aurez beau décider de vouloir faire quelque chose, si votre enfant intérieur ne veut pas, vous n'y arriverez pas. Donc la force de volonté, vraiment, c'est quelque chose, une énergie qui naît dans notre cœur, dans notre corps. De même qu'il existe plein de protocoles, mais par exemple des protocoles qu'on va pouvoir employer dans le cas de situations de stress post-traumatique, c'est-à-dire une personne qui, dans sa vie, a eu un événement traumatisant d'une extrême violence et qui, aujourd'hui, ne peut pas faire sa vie complètement. Donc ça va être par exemple le cas d'un jeune homme qui a eu un accident de voiture, qui a perdu sa jambe droite et sa petite copine, qui est malheureusement décédée. Donc cette personne, même s'il s'est passé 3 ans depuis cet événement tragique, ne peut pas monter dans une voiture. Car cette expérience réveillerait la première expérience qui a été une expérience destructive. Donc là, nous allons utiliser certaines techniques un petit peu, je dirais, d'amnésie. C'est-à-dire vraiment désactiver la mémoire émotionnelle en lien avec un événement. Et s'il y a bien une phrase qui résume cette possibilité que nous offre l'hypnose de désactiver notre mémoire émotionnelle, c'est une phrase de Milton Erickson, qui est vraiment un psychiatre américain qui a révolutionné l'hypnose pour créer sa propre méthode, ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Lui disait « Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse ». Et cette phrase résume à elle seule le pouvoir de l'hypnose. Si nous ne pouvons pas effacer la mémoire mentale d'une personne, et ça il ne faudrait pas, il faut respecter sa vie, il faut respecter son livre de vie. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vraiment encapsuler, vraiment désactiver, mettre en suspens la mémoire émotionnelle pour que la personne puisse se souvenir de cet événement sans
rien ressentir. Et ça, c'est possible avec l'hypnothérapie. Alors, comme vous pouvez le constater, l'hypnose n'est pas un outil de manipulation. Pas du tout. Déjà parce qu'on travaille à un niveau inconscient, pas conscient. Et de deux, parce que l'hypnose permet à la personne de s'auto-réparer. Et c'est pour ça que c'est une très belle technique en fin de compte. Le rôle de l'hypnothérapeute n'est pas de soigner ou de traiter la personne, mais plutôt de la guider pour que le patient puisse se réparer lui-même en activant toutes les ressources présentes dans son subconscient. Donc moi, je peux inviter, comme thérapeute, je peux inviter une personne à sentir de nouvelles émotions, mais ce sont ses propres émotions à elle, ce ne sont pas les miennes. C'est elle qui se répare, c'est elle qui fait le travail. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable et de très gratifiant pour la personne. Alors il faut savoir que la profession d'hypnothérapeute n'est pas reconnue par l'État. Ce n'est pas une profession officielle, je dirais. Et c'est bien dommage, nous les thérapeutes, nous sommes les premières victimes de ce déni. Mais bon, peut-être avec le temps, je ne sais pas. Dans tous les cas, sachez que n'importe qui peut aujourd'hui monter son cabinet d'hypnothérapie. Il n'y a pas de conditions légales d'avoir fait un minimum de formation, etc., etc. Donc si vous voulez un jour consulter un hypnothérapeute ou une hypnothérapeute, je vous conseille de lui demander des références, c'est-à-dire des diplômes, car il y a beaucoup d'écoles privées qui offrent ces formations. Et la plupart d'entre elles sont de très bonne qualité. C'est pas le problème. Mais je peux très bien lire un bouquin d'hypnose et monter mon cabinet. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc renseignez-vous, demandez des références à votre hypnothérapeute. Moi j'estime qu'il faut un minimum d'à peu près 150 heures pratiques de formation en hypnothérapie. Et c'est vraiment pour avoir une base solide, mais qui est vraiment que le début d'une carrière. Après, il faut faire des cours de spécialisation. Donc voilà, moi je dirais à peu près à partir de 150 heures de formation. Et puis il faut aussi savoir qu'il y a des hypnothérapeutes plus compétents que d'autres. Bon, ça c'est pas la faute à l'hypnose. Et il y a aussi des personnes avec qui vous allez avoir un certain feeling et avec d'autres, pas du tout. Donc c'est à vous de choisir l'hypnothérapeute qui saura vous accompagner dans votre processus de développement personnel. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis si cette vidéo vous a plu, comme vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur le petit I like. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir, bye bye.